Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Parlons politique à l'entame de cette édition. N'Djamena, la capitale tchadienne, a enregistré sa première grosse pluie ce 1er et 2 juin 2025. Ces pluies diluviennes ont presque englouti tous les quartiers. Pour constater les dégâts causés par cette intempérie, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, a improvisé une tournée dans quelques quartiers. Mistangar Victor. Juste une première pluie et N'Djamena, la cité capitale, est dans l'eau. Nombreux sont des axes qui sont devenus impraticables, des maisons inondées. Pour s'imprégner de cette situation inquiétante et alarmante, le président de la République, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, contre toute attente, est descendu sur le terrain. Cette sortie, qui visiblement a échappé à tout protocole lié à la sortie des chefs de l'État, est diversement appréciée par les Tchadiens. Sur la toile bleue, beaucoup sont ceux qui apprécient à sa juste valeur la présence sur le terrain d'un président de la République qui s'inquiète des conditions difficiles imposées par une catastrophe naturelle à sa population. C'est une manifestation de la compassion qui marque un début d'action d'un chef de l'État qui veut véritablement changer le cours de vie de ses concitoyens. Pour d'autres, cette sortie du président n'est que du bluff. Au lieu de faire le médecin après la mort, ces citoyens interpellent le président de la République à des actions concrètes en amont pour éviter à la capitale N'Djamena la sempiternelle question d'inondation. Ils poussent le bouchon loin pour inviter le maréchal du Tchad à instruire les services compétents en charge de l'assainissement à s'attaquer à l'épineuse problématique d'inondation, et ce, à travers des actions concrètes pour permettre une libre circulation aux habitants des quartiers reculés de la capitale. Prenant en compte les avis des uns et des autres, il convient d'apprécier modestement cette sortie du président de la République qui brave les boues et les eaux de pluie pour constater de ses propres yeux les dégâts causés par la toute première pluie en N'Djamena. De ce constat, des instructions fermes seront données à la mairie centrale et aux communes d'arrondissement à l'effet de livrer une bataille sans pitié aux inondations, et ce, à travers des curages de caniveaux et d'autres mécanismes de drainage des eaux. Suite de grosses pluies qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait une descente dans quelques quartiers de la cité capitale, trouve que la situation est inquiétante. Suivez ses propos. Avec seulement 2 grosses pluies, la situation est vraiment catastrophique. Vous savez, l'année dernière, nous avons mis en place un comité de la lutte contre l'inondation, en même temps de la prévention aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter justement ces désagréments. Mais dès les premières heures, si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai vu que dans les quartiers, il y a des gens qui travaillent, et je les félicite. Mais il y a des quartiers quand même qui sont abandonnés et ce n'est pas bon. Donc, je vais instruire le gouvernement pour non seulement lutter contre l'inondation, mais aussi que la prévention soit vraiment mise en œuvre. Parce que l'année dernière, ils nous ont fait un rapport. Et par rapport à ce rapport, ils doivent le mettre en œuvre. Je suis déçu, mais j'espère que après ma visite, le Premier ministre et le gouvernement vont se mettre au travail. Et j'en appelle aussi au sens citoyenneté. Ce n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement de lutter contre l'inondation ou bien en ce qui concerne la propriété de notre capitale. C'est tout le monde qui doit contribuer, que ce soit les citoyens. Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux, bien dans les bassins des rétentions qu'on fait, ça n'aide pas le gouvernement. Chaque maire doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont été élus sur la base des promesses qu'ils ont faites à la population. Donc je les appelle à respecter la promesse qu'ils ont faite à la population parce qu'ils n'ont que 6 ans. Après 6 ans, ils ne vont pas venir dire à la population la même chose. Donc ils doivent travailler eux aussi
pour que notre capitale soit propre. Et cela est valable aussi sur l'ensemble du territoire national. Heureusement que je ne suis pas venu au milieu de la saison publicitaire ni à la fin, mais dès le début. Donc ce qui me permet d'avoir une idée par rapport à l'année dernière où j'ai fait une descente en pleine saison pluvieuse. Maintenant que je suis venu au début, je pense qu'on va prendre des mesures très urgentes pour justement lutter contre les inondations pluviales, mais aussi fluviales aussi. Parce qu'on ne sait pas si cette année la pluie va être encore plus abondante comme l'année dernière ou moins que cela. Mais toutefois, nous devons prendre nos dispositions pour être prêts à protéger nos populations, pour que notre ville aussi soit belle, pour que la circulation aussi soit fluide. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Toujours en politique, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, vient de rendre public un décret mettant en place la coordination du cadre national de dialogue politique. Cette nouvelle structure remplace le cadre national de concertation politique. Elle aura pour tâche de maintenir le dialogue de manière permanente entre les acteurs politiques du pays. Voici à ce sujet le commentaire de la rédaction signé L'Aldjum Narcisse. Enfin, la coordination du cadre permanent de dialogue politique CPDP a été actée par le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. C'est à travers un décret rendu public le 2 juin 2025. Ce nouvel organe politique remplace le cadre national de concertation politique CNCP, dissous il y a quelques mois. Cette structure doit regrouper 30 chefs de partis politiques de l'opposition, tout comme ceux de la mouvance présidentielle. Elle offrira l'opportunité aux leaders politiques de maintenir le dialogue de manière permanente en vue de consolider la paix et surtout décrisper l'atmosphère en cas de crise institutionnelle ou conflit qui remettrait en cause la paix. Pour mettre en place cet organe politique, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, avait convié tous les chefs de partis politiques au palais présidentiel pour leur proposer la création de cette nouvelle structure politique et prendre leurs avis, ce qui fut fait de manière consensuelle. C'est ainsi qu'un délai a été accordé aux responsables politiques de se concerter et faire des propositions concrètes pour porter sur les fonds baptismaux cette structure. Mais cela a traîné à cause des intérêts et privilèges des uns et des autres, alors que le chef de l'État, en sa qualité de garant de la paix, de la stabilité, de la concorde et de l'unité nationale, avait tranché hier contre toute attente. Il appartient à celui qui se réclame à corps et à cri, chef de file de l'opposition, de faire la part des choses dans la transparence. Certains chefs de parti tiennent mordicus à entrer dans cette nouvelle structure afin d'obtenir des émoluments. D'autres pensent aussi que c'est une véritable aubaine pour se caser et en tirer profit. Parce qu'au fameux cadre national de concertation politique CNCP, ceux qui ont été cooptés ont bien gagné leur vie. Ils se sont bien léchés les babines. C'est pourquoi chacun se bat comme un beau diable pour arriver à ces raccourcis qui pourraient lui procurer quelques miettes. On sait que dans les dédales politiques tchadiens, il y a toute une kyrielle des partis alimentaires. Ces petits partis sans envergure et sans épaisseur sur l'échiquier politique ne ratent jamais l'occasion de se faire du beurre sur le dos du peuple tchadien. Le président de la République vient de couper l'herbe sous le pied de ces acteurs politiques qui misent sur cette structure pour se faire de la place au soleil. Beaucoup n'auront que les yeux pour pleurer. C'est pourquoi il s'étrangle de colère depuis la publication de cet acte du chef de l'État, puisqu'il faut être représentatif pour prétendre entrer dans cette nouvelle structure innovante avec une nouvelle vision. Les chefs de partis politiques qui ont manigancé pour être au Parlement n'ont pas de difficulté à être désignés. Eux, ils se frottent les mains et attendent de siéger tranquillement à la coordination du cadre national permanent des dialogues politiques. Les jours à venir s'annoncent palpitants pour les hommes politiques tchadiens. Qui sera l'heureux élu au sein de cette nouvelle structure? La réponse à cette question ne tardera pas à tomber. Un décret présidentiel rendu public ce 2 juin officialise la mise en place d'un cadre permanent de dialogue politique. L'ancien Premier ministre Pahimi Badaké Albert, par ailleurs président du RNDT, le Réveil et le coordinateur Mistangar Victor et Diana Nepidimbay, nous en dit plus.
Le projet de loi portant le Code des personnes et des familles est un document juridique qui permet à l'État, aux familles de contrôler les taux de natalité, mortalité et morbidité sur l'ensemble du territoire national. Il contribue également à limiter les violences domestiques. Sur le plan juridique et institutionnel, il établit une connexion entre les textes, à savoir les lois, les codes, les conventions et les réalités, en l'occurrence des pratiques sociales et coutumières, qui sont un ensemble des principes fondamentaux de la vie, ce qui favorise l'égalité, la protection du couple mère et l'enfant, le consentement du choix du conjoint, la succession, etc. Ce document est d'importance capitale dans les perceptions sur la famille, les conflits du genre, la parentalité dans nos familles. Ce projet de loi numéro 87 du 1er août 1987 a connu plusieurs fois la relecture et se heurte aux nombreuses contraintes et n'est toujours pas adopté jusqu'aujourd'hui. Cette enquête a pour but d'éclairer l'opinion publique sur la lenteur de l'adoption et l'applicabilité de ce document juridique important qui va permettre d'éveiller la conscience du public sur l'importance des campagnes éducatives en langue locale en vue de bien appréhender la portée de ce code, d'impliquer également les chefs traditionnels et religieux pour vulgariser les lois et enfin d'instaurer un dialogue entre le droit moderne et le droit coutumier. Au terme de cette enquête, nous mettrons en évidence les points de convergence et de divergence et donnerons la parole aux acteurs concernés, à savoir les juristes, les députés, les acteurs de la classe politique, les sociologues, les anthropologues, les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, les chefs de famille eux-mêmes. Ceci afin de plaider en faveur de l'adoption et de l'application de ce projet pour le bien de la population. Le projet de la nouvelle ville écologique et digitale Ndolé City, un projet d'avenir pour toute l'Afrique centrale, franchit d'importantes étapes dans certaines villes environnantes de Douala au Cameroun. Son seul et unique objectif, déboucher toute l'Afrique centrale à terme en écrasant l'humanité à jamais vue dans cette partie de l'Afrique. Suivez plutôt. Le projet Ndolé City, Sikoum Dibamba, piloté par le programme World Dream Investment, initié dans le but de décongestionner la ville de Douala en particulier, le Cameroun et l'Afrique centrale en général, en créant une nouvelle ville écotouristique et digitale, promet d'attirer les investissements et de dynamiser le tissu économique et numérique de la sous-région. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans le cadre de la SND 30. Sur les faits, on peut déjà noter la première phase du projet qui inclut l'installation de plus de 5 000 entreprises étrangères et 12 000 entreprises nationales. À Sikoum, situé dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, le projet a franchi une étape importante avec l'accord des autorités et de la population locale il y a bientôt une année. C'était le 25 juillet 2024, suivi par le lancement officiel des activités de la World Dream Investment et la présentation de la maquette 3D de Ndolé City les 17 et 18 décembre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. À n'en point douter, c'est un projet ambitieux qui doit changer considérablement le visage du Cameroun à l'horizon 2030 en faisant de Sikoum une ville modèle intégrant innovation, durabilité et technologie, conducteur de cette révolution en vue. Porté par Impact Trading Sarl et son programme World Dream Investment, le projet Ndolé City va faire bénéficier 12 000 MPE, entendez, petites et moyennes entreprises, de construire des infrastructures modernes et de créer un pôle touristique capable d'attirer 5 millions de visiteurs par an. À la tête d'un consortium d'investissement avec une emprise significative sur l'Afrique, un visionnaire junior Abraham Gosso, promoteur du dit projet qui aspire à impacter l'avenir du Cameroun et partant toute l'Afrique centrale. Aujourd'hui, grâce à l'audace, la persévérance et l'esprit d'innovation de junior Abraham Gosso, l'homme devenu une figure emblématique du secteur financier camerounais, la ceinture de la grande convention de ce secteur est sur le starting block. À bientôt dans cette Afrique nouvelle, fière de ses fils et on peut dire Ndolé City Cameroun, the place to be. En éducation, le déroulement du baccalauréat session de juin 2025 se poursuit. Au deuxième jour, c'est la série A4 qui compose dans l'étendue du territoire. Dans quelques centres, les épreuves écrites se déroulent dans une atmosphère sereine malgré quelques cas signalés. Notre reporter a fait un tour dans quelques centres. Suivez le reportage de Mbainati Nicolas.
Le deuxième jour d'examen a débuté avec l'épreuve de français, une matière de base pour la série A4, puis les mathématiques, une matière qui irrite les hommes de lettres. Tout se passe dans le calme. Au centre numéro 1, dans l'enceinte du lycée de Gas situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena, la présidente du centre laisse entendre que tout se passe. Sinon, il note l'absence de 4 candidats. Il n'y a pas de cas de fraude, sauf qu'une candidate en travail a été conduite par l'équipe de santé à l'hôpital. Même son de cloche au centre numéro 1 du lycée Félix Eboué où quelques cas sont signalés par le président du dit centre. C'est vrai, le baccalauréat a commencé depuis hier. Dans ce centre, hier, c'est les candidats des séries G2, G3, G1 arabe et G2 arabe qui ont composé. Les épreuves d'hier se sont déroulées dans le calme et la sérénité, malgré la pluie. Tout s'est bien déroulé. On n'avait pas eu beaucoup d'absents, on avait 11 élèves absents en tout. Un enfant a choisi cette journée pour venir dans le monde. Donc, on a dû évacuer sa maman à l'hôpital. Mais ce n'est pas un incident, c'est un événement plutôt. Ce matin, c'est les élèves de la série A4 qui composent. Disons que ça s'est passé moins bien que hier, parce que les élèves étaient un peu plus agités. Par contre, au centre du lycée collège évangélique, le président du centre Ndolobro Nadion martèle que le bac de cette année est exceptionnel et que les élèves sont à la hauteur des épreuves. Hier, au lancement des travaux, nous avons eu à travailler avec les lauréats de G1, mais il n'y avait rien de mauvais à signaler. Aujourd'hui, c'est le tour des lauréats de A4 au nombre de 900. G1 700 et A4 900, ce qui donne un total de 1600 candidats au sein du lycée collège évangélique où tout s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Les candidats ont exprimé une certaine sérénité après 4 heures de composition, une attention particulière portée à la période de chaleur intense afin d'assurer des conditions optimales pour les candidats. La deuxième journée du baccalauréat 2025 pour la série A4 s'est déroulée dans une ambiance calme. Les candidats ont abordé les épreuves avec sérieux et optimisme. À noter que les candidats déficients auditifs sont au nombre de 39 à composer au centre du lycée Félix Eboué. L'équipe de la couverture sanitaire à pied d'œuvre pour l'organisation de ce examen. Notre reporter a tendu son micro à quelques candidats qui ont donné leur impression. Toujours au micro de Mbaynadi, Nicolas. Le sujet est abordable, c'est bon, c'est compréhensible. On a pu décortiquer ce que le sujet nous demande. On a trouvé acceptable. On a la contraction du texte, le commentaire composé et la dissertation. Je m'attendais premièrement à quelque chose qui devait être dur, mais Dieu a fait que je me suis bien apprêté à la maison. J'ai trouvé que le sujet était un peu abordable pour moi et j'ai pris la contraction du texte et j'ai appliqué certaines méthodes que notre professeur nous a enseignées en salle et c'est ça. Je n'ai pas eu peur de ce sujet qui m'a été donné. Selon moi, j'ai trouvé le sujet là, c'est un peu complexe pour moi. Je pensais que ça va apparaître un peu facile, mais concernant la contraction du texte et commentaires composés là, c'est tellement difficile. Moi, j'ai trouvé le sujet, ça va, mais surtout le commentaire composé, la contraction là, ça n'a pas été facile. J'ai sollicité la contraction, mais je n'ai pas pu et j'ai laissé, donc je suis revenue sur la dissertation. Les 3 sujets étaient abordables, normal, mais j'ai choisi plutôt la contraction parce que je trouvais que ça pouvait agir en ma faveur. Donc, j'ai préféré la contraction texte. Bon, les sujets ont été abordables, que ce soit le sujet numéro 1, le sujet numéro 2, le sujet numéro 3, ont été abordables parce que les sujets ne sont que des résultats de tout ce qu'on a étudié. Et face aux applications qu'on a faites durant toute l'année, je pense que ça a été abordable. On a compris le sujet et on a traité de notre manière. Et je pense que s'ils ont bien corrigé, on aura Inch'Allah notre bac. La délivrance des certificats médicaux sans la réalisation des textes préalables soulève de sérieuses préoccupations d'éthique médicaux et légale. Cette pratique, bien que parfois effectuée dans des contextes spécifiques, est généralement à proscrire car elle peut avoir de nombreuses conséquences négatives. Suivez le commentaire de Lionel Evelyne.
Dans le cas des maladies contagieuses, la délivrance d'un certificat sans test peut contribuer à la propagation de l'infection. Un certificat médical est un document officiel qui atteste l'état sanitaire d'une personne. S'il est délivré sans fondement scientifique, il perd toute sa saveur et sa crédibilité aux yeux des employeurs, des institutions éducatives ou des autorités. Avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces documents se délivrent même en ligne. Ces pratiques ouvrent la porte à la fraude où des individus pourraient obtenir des certificats pour justifier des absences non fondées, bénéficier d'avantages ou échapper à des obligations comme les aptitudes sportives, services militaires, etc. Le principe fondamental de la médecine est de prodiguer des soins basés sur des preuves et une évaluation rigoureuse de l'état de santé du patient, mais ironiquement, au Tchad, le constat est réel. Tout le monde peut se faire délivrer un certificat médical à sa guise. Délivrer un certificat sans examen préalable contrevient à ces principes éthiques fondamentaux. Mais les demandeurs de ces documents se livrent dans la facilité ou du moins dans le raccourci qui est de payer pour obtenir son certificat que de passer un test au préalable. Il est important de noter que dans certaines situations très spécifiques et non pathologiques, un certificat médical est délivré sur la base d'un entretien et d'un examen clinique sommaire pour une non-contre-indication à la pratique d'un sport chez une personne jeune et en bonne santé apparente ou encore certaines pathologies qui exigent que le patient soit suivi et mis sous traitement. Cependant, même dans ces cas, le médecin évalue toujours le risque et peut recommander des examens complémentaires si nécessaire. Au cours de nos prochaines éditions, nous tenterons de donner la parole aux responsables en charge pour plus de détails. Le Conseil provincial du Logone occidental, en collaboration avec le cabinet d'expertise, ont tenu un atelier de restitution des documents du projet de développement des cultures intensives du riz dans la province du Logone occidental, oriental et la Tondulé. C'était ce matin au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Rosélie Tchekourwa. Organisé par le Conseil provincial du Logone occidental en collaboration avec le cabinet d'expertise Smart Capital Associates USA, cet atelier intervient dans le cadre du projet de développement de culture intensive du riz dans le but d'éradiquer l'insécurité alimentaire au Tchad. Pour la mise en œuvre du projet, cet atelier a vu la présence des partenaires techniques et financiers, notamment le représentant de la FAO, le représentant du cabinet d'expertise Smart Capital Associates USA, le représentant de l'ambassade des États-Unis au Tchad, la représentante de l'ONU-SIDA, le président du Conseil occidental et secrétaire général représentant le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole. Mon rôle en tant que représentant de la FAO ici au Tchad est d'appuyer le gouvernement et ses partenaires dans tout ce qui concerne le renforcement de la sécurité alimentaire, de la protection de tout ce qui est ressources naturelles et bien entendu toutes les politiques qui accompagnent ce secteur très important. Le directeur général du cabinet d'expertise Smart Capital Associates USA apprécie l'apport de la FAO dans ce projet. Et dans cette démarche, nous avons énormément apprécié l'apport de la FAO, nous avons apprécié l'accompagnement de la FAO, la disponibilité de la FAO qui nous a permis d'avancer sur la note conceptuelle qui était déjà présentée au ministère, qui a souhaité en plus que nous puissions agrandir le projet aux autres provinces. Le représentant du Conseil occidental rappelle l'objectif spécifique de ce projet. Le projet pour lequel nous sommes réunis ici, à savoir le projet de développement de la culture irrigué dans les 3 provinces si haut citées, est un projet qui a pour objectif de contribuer et à assurer la sécurité alimentaire. Officiant la tenue de cet atelier, le secrétaire général représentant le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole ajoute que ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de l'État tchadien. Elle s'inscrit non seulement dans la stratégie nationale de développement du riz et celle de la mécanisation agricole
mais surtout dans le programme politique du chef de l'État. Notons que ce projet est réparti sur 3 phases, dont la première phase est de doubler le niveau de production de 2021. La deuxième consiste à réduire les importations de riz de 2 sur 3. Enfin, la troisième phase compte produire 1 440 000 tonnes d'ici l'année 2026-2030. Hors de nos frontières, une attaque coordonnée a visé le camp militaire et l'aéroport de Tombouctou, grande ville du nord du Mali. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir déjoué cette tentative d'infiltration. La situation serait désormais sous contrôle, bien que les opérations de ratissage sont en cours dans la ville. Diana Nepidimay. Dans un communiqué, l'armée malienne indique avoir déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp de Tombouctou vers 10 heures. Le bilan provisoire est de 13 assaillants neutralisés, de l'armement, des moyens et effets divers récupérés. Le ratissage est en cours dans toute la ville, poursuit le communiqué. Le camp militaire a subi une tentative d'infiltration et des obus ont été lancés sur l'aéroport situé à 2 km de la ville, a précisé le gouvernorat de Tombouctou qui affirme par ailleurs sur Facebook que la situation est sous contrôle. L'attaque contre Tombouctou survient un jour après que les militants ont déclaré avoir lancé un assaut contre une autre base à Boulkessi dans le centre du Mali. Ces attaques surviennent dans un contexte de regain de violence au Mali. En effet, les groupes armés opèrent sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans le nord et le centre. Les attaques ciblent principalement les forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. La multiplication des attaques du Génim souligne la capacité de ce groupe à mener des opérations coordonnées à grande échelle dans toute la région du Sahel. Les défis sécuritaires restent immenses, exacerbés par des facteurs tels que les tensions ethniques, les déplacements des populations et les violations des droits de l'homme par certaines forces de sécurité. En réponse à ces menaces, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé en janvier la création d'une force unifiée de 5 000 soldats dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Cette force vise à renforcer la coopération militaire régionale pour lutter contre les terroristes. C'est avec vous, Diana Nepidimay, que nous réformons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.